On a coutume de dire que la moyenne n'existe pas. L'idée de classe sociale, elle, est toujours controversée et pourtant la notion de classe moyenne, au singulier ou au pluriel, s'impose toujours dans le débat comme une évidence. À l'heure où la question du ras-le-bol fiscal est sous le feu de l'actualité, c'est bien autour des classes moyennes que se cristallise le débat. Et lorsque l'on craint une dislocation sociale de nos sociétés, c'est la démoyennisation que l'on scrute. Pour parler de ces questions, nous recevons Julien Damon. Julien Damon, bonjour. Bonjour. Première question, lorsque l'on parle de classe moyenne, de quoi parle-t-on au juste? D'abord, en lien avec votre introduction, c'est vrai qu'en France, les Français n'ont jamais eu aussi peu conscience d'appartenir à une classe sociale, en tout cas, sont à considérer qu'ils n'appartiennent pas à une classe sociale pour leur majorité, mais n'ont jamais été aussi nombreux à considérer qu'ils appartenaient à la classe moyenne. Première question donc, qu'est-ce que la classe moyenne? Tonnes de littérature sur ce point. Je pense qu'il y a trois voies pour l'apprécier. Première voie, c'est celle que tout le monde peut avoir à l'esprit, c'est en fonction des ressources, des niveaux de vie. Et vous pouvez considérer que la classe moyenne, de façon un peu simpliste, mais claire, et qui peut fonctionner dans le cas français, c'est les 80% des gens qui vivent et qui ne sont pas les 10% les plus favorisés, les 10% les moins favorisés. Si vous voulez restreindre, vous pouvez considérer que c'est 60% de la population entre les deux quintiles extrêmes. C'est une définition qui peut fonctionner dans le cas français. Vous avez une deuxième approche, plus traditionnelle, qui passe par les catégories socio-professionnelles. On considère que les classes moyennes, ce sont les gens qui vivent dans des ménages dont les références professionnelles, sociales, sont les catégories intermédiaires, des gens qui ne sont ni dirigeants ni exécutants dans leurs activités professionnelles. Et une troisième voie, qui moi me semble fondamentale dans le cas français, c'est tout simplement de se demander si oui, non, on appartient aux classes moyennes. Et là, vous avez les 2 tiers des Français, quelles que soient les différences de fortune des gens qui sont d'accord avec cette opinion, qui estiment appartenir à la classe moyenne. Alors avant de mettre le focus véritablement sur la France, il y a un élément extrêmement important dans votre livre et qui paraît majeur, c'est l'explosion des classes moyennes dans les pays émergents, cette moyennisation du monde dont vous parlez au dernier chapitre. C'est exact, au sens où, quand on parle de classe moyenne au singulier ou au pluriel, généralement on pense à la France, qui a connu cette période de moyennisation, dite de moyennisation pendant les 30 Glorieuses, accompagnant la salarisation, le développement de la sécurité sociale. On a également eu ce phénomène de moyennisation aux États-Unis. Aujourd'hui, on l'observe dans le contexte des pays en développement en général et pas seulement dans les émergents, avec des chiffres extrêmement impressionnants, avec une certaine fragilité bien sûr dont on pourrait discuter pendant 1000 ans, mais pour les présenter rapidement, si on estime que la classe moyenne, ce sont les gens qui vivent avec, en parité de pouvoir d'achat, de 10 $ à 100 $ par jour. 10 $ c'est peu, c'est bien en dessous du RSA français. 100 $ c'est beaucoup, c'est 2 fois le revenu moyen français. Qu'est-ce que cela donne? Ça donne aujourd'hui 1,8 milliard de personnes qui seraient dans la classe moyenne mondiale, l'essentiel de ces personnes vivant en Occident, en Europe, aux États-Unis, ou plus globalement dans la zone OCDE, donc dans les pays riches. Et à l'horizon d'une dizaine d'années, vers 2020, selon ces chiffres et projections OCDE, nous aurions 3,2 milliards d'individus dans cette classe moyenne, donc toujours entre 10 et 100 $ par jour en parité de pouvoir d'achat, la majorité de cette classe moyenne vivant en Asie. Donc on a un décentrement du monde et une bascule de la question de la moyennisation. Elle est devant nous encore. Quels sont les ordres de grandeur? Alors, sur les ordres de grandeur, vous avez donc environ 25% de la population mondiale que l'on peut compter, selon cette optique OCDE, comme relevant de la classe moyenne. À l'horizon 2020, ce ne serait pas encore la majorité de la population mondiale, mais environ 2 personnes sur 5 dans le monde. Ce sont peut-être des projections optimistes, je prends des petites précautions, un peu de prudence en la matière, mais qui serait dans la classe moyenne? Et nous aurions environ les 2 tiers de la population mondiale à l'horizon 2030, projection peut-être encore plus optimiste, surtout réalisée avant le choc de la crise, mais qui serait donc dans le monde, et surtout chez les anciens émergents, qui là seraient totalement émergés, et d'autres actuellement encore pays en développement, comptés comme cette classe moyenne de 10 à 100 $ par jour. Alors cette montée en puissance ou cette explosion, est-ce qu'elle déstabilise nos classes moyennes? Probablement. Alors, probablement, c'est qu'il n'y a pas d'études systématiques qui le démontrent. Mais bien évidemment, la montée en puissance des classes moyennes émergentes est liée à de faibles coûts du travail qui permettent des investissements, de la création de valeur dans ces pays qui, de géants démographiques, sont devenus aussi des géants économiques en concurrence avec les classes moyennes, entre guillemets, traditionnelles des pays occidentaux.
une traduction de cela, c'est dans le contexte américain en particulier, qui vit, lui, pour prendre ce terme que nous employons dans ce dialogue, une puissante démoyennisation, c'est-à-dire une polarisation entre les plus aisés et les moins aisés et un effritement de la classe moyenne. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus de job industriel, ceux-ci ayant été sans être totalement délocalisés, mais totalement concurrencés par le développement des émergents. Alors, vous semblez nuancer ce diagnostic dans le cas français. Dans le cas français, où nous sommes donc majoritairement convaincus d'appartenir à la classe moyenne, nous sommes également majoritairement convaincus que tout va de plus en plus mal depuis des années. Ce n'est pas forcément faux depuis quelques années, mais il n'y a pas en France de déstabilisation ni de paupérisation de la classe moyenne, c'est-à-dire de ces catégories centrales de revenus, pour une première raison assez évidente, c'est la montée des prélèvements obligatoires qui permettent de stabiliser la situation des classes moyennes, c'est-à-dire des catégories centrales de la distribution des revenus et des positions sociales. Contre l'idée selon laquelle il y aurait une attaque systématique contre les classes moyennes, qui de toutes les façons peut tout de même s'expliquer et se documenter, il faut avoir à l'esprit qu'au regard d'autres grands pays comme les États-Unis, comme d'autres grands pays de l'Union européenne qui se sont pris, eux, le choc de la crise en pleine figure, la classe moyenne est relativement préservée. Vous dites même que le système fiscalo-social est le moteur de l'existence des classes moyennes. Oui, à la fois pour provoquer et pour être sérieux. Pour provoquer parce que généralement, ça n'est pas ce que l'on entend. Il y a de bons arguments pour considérer que la classe moyenne en France n'est pas privilégiée par le système socio-fiscal. C'est vrai, parce qu'on a un système qui est très concentré sur les moins aisés, c'est l'aide et l'action sociale, l'assistance, les prestations sociales autour du RSA, ou plus globalement, plus largement, les prestations sous conditions de ressources, et à l'autre extrémité d'un U de la distribution des avantages du système socio-fiscal, les plus aisés qui bénéficient des avantages fiscaux du quotient familial jusqu'aux amortissements possibles des investissements locatifs. Donc oui, entre les deux, il y a la plus grande partie de la population française qui ne bénéficie pas de ces aménagements. Mais il faut aussi avoir à l'esprit qu'au cœur de la distribution des revenus, vous avez des gens, notamment dans la fonction publique, qui bénéficient des prélèvements obligatoires parce que c'est leur salaire. Vous avez, au-delà de la coupure publique-privée, qui a son importance en l'espèce, une surconsommation, si j'ose dire, de la classe moyenne de l'ensemble des services publics qui vont des routes, toujours gratuite en France, à l'école, l'université, où vous avez là disproportionnellement, pour l'université les plus aisées, mais également pour l'école, les classes moyennes. Donc sans être sauvées par le système de transfert, elles sont accompagnées par ce sujet central, je pense pour la France, qui est son niveau de prélèvement et le fait que nous sommes champions du monde de la dépense sociale. Alors vous dites quand même qu'il y a une dégradation, au moins en termes de logement et de localisation, lorsque l'on parle en tout cas des classes moyennes inférieures. Oui, alors il y a un phénomène aux États-Unis de dislocation des classes moyennes vers le haut, vers les plus aisés, vers le bas. En France, sans que ce soit aussi net, on peut tout de même considérer nos classes moyennes avec un pluriel sérieux et estimer que les classes moyennes supérieures rejoignent les conditions de vie des classes les plus aisées, ce alors que les classes moyennes inférieures, ne serait-ce qu'en termes de conditions de logement, qui s'améliorent en termes de conditions de vie, mais qui, en termes de pression budgétaire, pèsent toujours davantage, eh bien, les classes moyennes inférieures se rapprochent, sans que ce soit aussi puissant que dans le cas américain, des situations les moins favorisées. Ceci est vrai et ceci est lié à l'augmentation des coûts du logement et sera d'autant plus important qu'en face d'elle, de nous tous, d'elle, je pense aux classes moyennes inférieures, se trouvent les augmentations des coûts de l'énergie. Alors, revenons à la question de la fiscalité. Si nous prenons les dernières mesures fiscales du gouvernement, est-ce que les classes moyennes ont raison d'exprimer une plainte aussi forte? Alors, il faudrait revenir à votre première question qui est sur la définition des classes moyennes, et ça durerait des heures, et ce n'est pas l'EE. Ce qui m'importe, c'est que comme en France, nous sommes très majoritaires à nous estimer appartenir à la classe moyenne, quel que soit le nouveau prélèvement obligatoire, on aura l'impression d'être touché en tant que classe moyenne. Ce qui n'est pas vrai. Les nouveaux prélèvements sont concentrés sur les plus aisés. On pourrait s'en féliciter ou au contraire estimer que c'est de la richophobie inutile. Mais ces nouveaux prélèvements, en réalité, touchent, et pour ceux qui vont arriver sur la consommation par exemple, vont toucher tout le monde. Donc comme on est tous convaincus d'appartenir à la classe moyenne, en effet, on est touché par tous les prélèvements obligatoires, toutes les augmentations de prélèvements obligatoires, mais non pas parce qu'ils touchent le centre de la distribution des revenus, mais parce qu'ils sont concentrés sur les plus aisés, tout en étant distribués sur l'ensemble des positions sociales. Bien, Julien Damon, merci pour cet éclairage sur nous-mêmes. Je vous en prie.